Conakry, 22 mai 2014. Bonsoir au sommaire. Le ministre de la Jeunesse annonce le lancement du projet pavage des chaussées et trottoirs. L'initiative présidentielle vise à réduire le chômage et plus de 2 milliards de francs guinéens seront injectés dans cette action. 2500 pompes réhabilitées, près de 400 forages remplacés. Le plan d'urgence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, soulage les communautés rurales. Le directeur national du SNAP est l'invité de la rédaction. Média Yassador, sacre des meilleurs journalistes, sera lancé demain à l'hôtel de l'Indépendance. Un gala de foot a été organisé à cet effet pour marquer l'événement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ces messages départ. D'abord, à son Excellence, M. Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, nous avons appris avec une grande préoccupation les incidents survenus à Kidal à l'occasion de la visite de votre Premier ministre dans cette ville. Nous condamnons vigoureusement ces actes qui compromettent gravement les efforts de votre gouvernement pour la consolidation des acquis démocratiques, la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire malien, ainsi que les perspectives de réconciliation nationale, garant de la stabilité et du développement durable au Mali. Nous voudrions vous réaffirmer notre soutien et notre solidarité en ces moments décisifs pour l'avenir d'un Mali uni, réconcilié et prospère. Haute fraternelle considération, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, chef de l'État. Cet autre message à son Excellence, M. José Mario, président élu de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, votre élection à la magistrature suprême de la République sœur de Guinée-Bissau m'offre l'agréable plaisir de vous adresser mes chaleureuses et sincères félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Ce choix porté sur vous est une reconnaissance de la justesse de votre brillante trajectoire politique au service du peuple de Guinée-Bissau. Aussi voudrais-je vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer avec vous au raffermissement et à la diversification des relations séculaires, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre nos pays frères. Je saisis l'opportunité pour vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles et exaltantes fonctions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération, signée professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur Jacob Zuma, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Une fois de plus, le vaillant peuple sud-africain vient à nouveau de témoigner à votre endroit sa confiance et toute son estime. Ceci est le reflet des succès enregistrés durant votre précédent mandat sur les plans sociopolitiques, économiques et culturels, grâce aux courageuses réformes conduites sous votre clairvoyance direction. En cette heureuse circonstance, je voudrais vous rassurer, Monsieur le Président et chers frères, de ma totale disponibilité à œuvrer davantage de concert avec vous au renforcement et à l'élargissement des relations historiques d'amitié et de coopération déjà fructueuses entre la République d'Afrique du Sud et la République de Guinée. En vous souhaitant pleine réussite dans votre nouvelle mission, je vous prie de bien vouloir accepter des assurances de ma très haute considération, signé professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État.
Le Premier ministre a conféré ce matin avec les jeunes, les sages et les femmes de la préfecture de Mandiana. Mohamed Saïd Fofana a saisi l'occasion pour exhorter les populations au travail et à la consolidation de l'unité nationale. C'est une dépêche de notre envoyé spécial Hadi Kamara. Le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi jeune annonce le lancement des projets témoins retenus lors de la retraite de Kamsar. Il s'agit du pavage des chaussées et trottoirs. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Initiative présidentielle pour la promotion de l'emploi jeune. Plus de 2 milliards de francs guinéens seront injectés dans ce projet. Reportage signé Moussa Komara, Mamadou Alphabali. C'est dans le souci de faciliter l'employabilité des jeunes et améliorer leurs conditions de vie que le projet de pavage des chaussées et de trottoirs sera lancé au mois de juin prochain. Le projet vise l'aménagement de 500 000 mètres carrés de pavés dans 3 communes de la capitale. Les communes de Matoto et Kaloum constitueront les zones de démarrage des travaux. 1340 emplois directs et 1177 emplois indirects seront créés. On a travaillé pour savoir justement comment est-ce que nous pouvons entamer ce projet de pavage de rue. Nous avons identifié des phases témoins pour montrer et démontrer non seulement aux usagers, aux jeunes, aussi au pouvoir public qu'il faut nécessairement aller ou réorienter peut-être les politiques et les choix vers ces différentes options qui peuvent certainement résorber le chômage des jeunes. La durée de ce projet de pavage de chaussées et de trottoirs est de 3 mois. Son enveloppe financière s'élève à plus de 12 milliards de francs guinéens. Le projet est soutenu par le budget national de développement. Ces travaux de haute intensité de main-d'œuvre IMO seront assurés par l'Agence guinéenne d'exécution des travaux pour l'emploi, AGETIP. Comment mettre fin au stationnement anarchique le long des voies publiques de la capitale? Le gouvernorat de la ville de Conakry et la police routière proposent des solutions. Il s'agit d'accrocher des sabots sur les pneus des véhicules stationnés sur les bordures de rue. L'action a été lancée ce jeudi dans la commune de Kaloum. Notre reporter Saliouba était de la partie. Regardez. Chaude discussion entre Sekou Bangoura et la police routière. Les agents de la société de gestion de parking ont accroché un sabot sur le pneu de sa voiture. La plupart des gens qui s'assoient ici, c'est des lettrés. Est-ce que tu vois? Maintenant, on dégage aujourd'hui, c'est vite. Quelqu'un vient de l'intérieur, il va garer parce qu'il trouve qu'à l'habitude, on a l'habitude de garer ici. Il y a un seul problème ici. Ils n'ont qu'à mettre la plaque ici, stationnement interdit. Initiée par le gouvernorat de la ville de Conakry en collaboration avec la police routière, la mesure vise à mettre fin au stationnement anarchique sur les bordures de rue de Conakry. Ils ont cadenassé ma voiture ici. Bon, je suis très content de ce qu'ils ont fait. Parce que s'il y a l'ordre dans ces pays, ça va nous arranger nous tous. Mais en Guinée, il y a un problème. Aujourd'hui, ils vont le faire. Mais d'ici demain ou après-demain, tu verras encore les voitures garées encore n'importe comment. C'est une action pérenne. Une équipe avec la pick-up est mise à disposition de cette société pour fouiller tous les endroits de Kaloum, partout où il y a le mauvais stationnement, les RS de mettre le sabot. Chaque véhicule immobilisé est frappé d'une amende de 50 000 francs. Les réticents verront leurs voitures transportées à la fourrière. Nous considérons les activités de la police routière qui consistent à mettre un certain ordre dans la circulation. Et nous, en tant que société, nous sommes là aussi pour mêler les mêmes actions. Les agents de la société de gestion de parking et la police routière comptent poursuivre cette action dans toutes les communes de la capitale pour mettre de l'ordre dans la circulation routière à Conakry. Dans l'actualité encore, le ministère de l'Environnement vient de lancer une opération de déguerpissement des occupants des forêts classées de Conakry. La démarche vise à mieux protéger et sauvegarder la flore. Aujourd'hui, les forêts périurbaines enregistrent de nouvelles constructions des bâtiments. Un reportage signé de Alia Kamara. Il y a d'abord eu la phase de sensibilisation, une visite récente du secrétaire général du ministère de l'Environnement pour mettre en garde les occupants anarchiques. Mais ceux-ci ont fait la sourde oreille, fort de papiers qu'ils auraient légalement obtenus avec des autorités de l'habitat. Les premières casses ont commencé. Ce travail de terrain de la ministre Ada Bompa est le coup d'envoi d'une longue opération. Les constructions qui viennent de démarrer, ça on a essayé de les traiter comme on le peut. Ce qui existe
déjà entièrement habités. On va demander les papiers et on va être ensemble avec le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire pour faire la situation. La forêt périurbaine de la Bompa est menacée de disparition. Entre coupe abusive de bois et construction anarchique, une opération de sécurisation sur plus de 650 mètres vient d'être lancée par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Nous allons faire une délimitation par côté. On met chaque 4 mètres un côté. Chaque 4 mètres un côté. Ça fait un départ. À la longue, peut-être le ministère va trouver au moins un mois pour mettre des bergers. La Guinée compte 182 forêts classées. Le département caresse le rêve de les rentabiliser à travers des activités touristiques. Les enfants qui naissent là doivent connaître les forêts. Si ces endroits n'étaient pas agressés, un touriste qui vient, ce touriste-là peut être satisfait rien qu'en regardant la nature à Conakry. La ministre de l'Environnement va travailler sur le dossier des forêts périurbaines en collaboration avec les autres départements concernés. Prochaine étape, les DPM, domaine public maritime. Direction commune urbaine de Kindia, où la rivière de Tonkan est menacée de disparition, alors que dans un passé récent, cette rivière était une véritable source de vie pour les habitants de Kania. C'est dans ce contexte que l'ONG Sauvons l'environnement a initié un projet de restauration. Les travaux sont financés par la Banque mondiale. La rivière de Tonkan, vous allez le voir, est une rivière très mystique. Mabinti Laïsouma. Souma n'a plus dans ses bras la force de sa jeunesse, mais cela ne l'empêche pas de participer activement au curage du lit de la rivière Toron dans la commune urbaine de Kindia. Munie d'une pelle, elle s'active au même rythme que les jeunes. Nous sommes venus nettoyer notre rivière parce que la santé s'éloigne de ce lieu et nous ne voulons pas cela. Donc, Toron, autrefois source de vie, ce coup-ci-là, nostalgique, se souvient encore. Sur cette rivière, il y avait des pirogues pour traverser. Nous, étant jeunes, on se baignait et on buvait de cette eau sans danger. Il y avait aussi beaucoup de sable. Toutes ces maisons sont construites avec ce sable. Depuis 3 semaines, jeunes et femmes du quartier abattoir Anne de Kindia s'activent sous la supervision de l'ONG Sauvons l'environnement guinéen. Notre travail consiste à encadrer les travailleurs, à les montrer comment ils doivent travailler parce que c'est un grand chantier, comme vous l'avez constaté. Et ce travail s'élargit également sur les soins que nous apportons au niveau de ces travailleurs quand ils sont blessés et quand ils ont des maux de tête, parce que nous avons été dotés d'un kit médical de premiers soins que nous utilisons et nous veillons également à la protection de l'environnement. Le curage du lit de la rivière Toron vise à prévenir et à réduire le risque d'inondation en période hivernale et à éliminer les zones de stagnation des eaux. L'ONG Sauvons l'environnement guinéen compte reboiser l'alentour de la rivière avec des plans. Tout cela pour que les populations riveraines puissent bénéficier à nouveau des bienfaits de cette rivière nautique. Vous avez certainement dû comprendre, c'est la rivière Toron qui est menacée de disparition. Mabinti, merci pour ce reportage. Konsongo, une localité située à près de 38 km de Bokeville. Konsongo possède d'énormes potentialités agro-pastorales, mais les habitants de ce petit village sont confrontés à l'enclavement de ces zones de production. Là-bas, le seul moyen d'accès est la pirogue. Konsongo sollicite l'appui du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Notre reporter Tierno Maroufba s'est embarqué dans une pirogue de fortune pour se rendre là-bas à Konsongo. Images et commentaires, regardez.
Sur les berges du fleuve Nunez se situe ce petit port qui sert de traversée pour les populations des districts de Katounou et Kounsougou d'Amboki. Accéder à ces localités relève d'un véritable parcours de combattants. Seul moyen de traverser, ces pirogues menues de moteurs hors bord. Une traversée très risquée où les passagers ne sont pas menus de leur gilet de sauvetage. Avec tous ces dangers, le cri de cœur de ces habitants reste la construction d'infrastructures pour accéder sans danger à ces endroits. Il y a des gens qui sont morts ici, il y a des gens qui sont disparus, on n'a pas trouvé. Il y a beaucoup de gens qui sont vus des problèmes ici à cause de ce problème-là pour traverser. Il y a un grand commerce ici, cette route-là. Mais de manière qu'on n'a pas de route ici, les gens ont passé par Gawal jusqu'à Akundara, Kébou, pour aller faire le marché. Nous pouvons avoir le bac, parce que le problème de pont, c'est pas facile, mais s'il y a un bac, ça facilite le traverser. Environ une demi-heure de traversée pour atteindre l'autre rive sans aucun moyen de secours. C'est pittoresque, franchement. Les gens viennent nombreux dans les barques pour traverser. Heureusement que c'est des barques à moteur aujourd'hui. Mais j'ai peur de la surcharge. Les gens ne contrôlent pas ça ici. Ils ne regardent que leur argent. Cette route qui servait de trait d'union pour le négoce entre la Guinée et la Guinée-Bissau via Boké-Boufa reste déserte depuis des années. Selon ses habitants, plusieurs pirogues ont chaviré dans ce fleuve et leur contenu en direction des préfectures environnantes et Conakry. Et puis le secteur de l'hydraulique villageoise a connu une nette amélioration depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Le plan d'urgence présidentiel a permis la réhabilitation de tous les forages non fonctionnels et la réalisation de 200 nouveaux forages. Le chef de l'État, soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations, a injecté plus de 20 milliards de francs guinéens pour la construction des points d'eau en Basse-Guinée et en Guinée forestière. Mohamed Sankon nous fait le point. Dans un passé récent, les puits traditionnels étaient encore utilisés pour les besoins domestiques dans un pays pourtant considéré comme château d'eau de l'Afrique occidentale. Le constat était amer jusqu'en 2012 et ce, en dépit de tous les investissements faits dans le secteur de l'hydraulique villageoise. Plus de 2500 pompes en panne et 393 volées. Le chef de l'État est donc monté au créneau le 8 mars 2012 pour mettre fin à cette triste réalité. Le SNAP va réparer 2360 forages qui sont en panne. C'est donc une véritable révolution qui est engagée dans le domaine de l'hydraulique villageoise. Toutes les pompes défectueuses ont été mises en service. Le chef de l'État accorde encore 20 milliards de francs guinéens au SNAP pour la réalisation de 200 forages dans les préfectures de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière. Nous sommes satisfaits car notre population va consommer de l'eau potable et l'eau de qualité. Alors, au regard de ça, certaines maladies seront éloignées de nous. Les partenaires partagent le souci des autorités guinéennes qui apprécient la gestion de l'équipe dirigeante du SNAP. Le Fonds saoudien de développement finance la réalisation de 90 forages et de 8 systèmes d'adduction d'eau dans les préfectures de Mandiana, Tougué et Dingirai. La Chine donne 100 forages pour les préfectures de Kouroussa et de Sigiring. Le Japon accorde 15 milliards de francs guinéens pour la réalisation de 160 forages dans les préfectures de Guékidou, Massanta, Zirikori, Lula et Yomo. L'Union européenne promet 8 millions d'euros. D'autres financements sont attendus des autres partenaires du pays dans l'optique d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. La principale garantie est le service public de l'eau. Il faudra que l'on assure la vente de l'eau pour créer une caisse. Cette caisse alimentée, les fonds sont placés dans un compte au niveau d'une banque de proximité, placés à un certain taux d'intérêt qui génère donc un bénéfice qui est reversé dans le circuit du suivi. Ces réalisations ne cachent pourtant pas les défis majeurs qui persistent encore dans le secteur. Il s'agit de donner de l'eau de qualité et en quantité suffisante à toutes les collectivités du pays, ce en privilégiant le système d'adduction d'eau potable pour les agglomérations de plus de 1000 habitants.
Voilà, à propos de ce plan d'action d'urgence du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et qui a permis de réaliser 2500 pompes et réparer plus de 400 pompes. Plus de 20 milliards de francs guinéens ont été injectés. Sur ce plateau, donc, nous recevons en direct le directeur général du SNAP, Dr Alpha Ibrahima Nabi. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la portée de toutes ces actions déclenchées par le président de la République à travers le SNAP? Merci, monsieur Fana. Le président de la République, à son élection, avait dit qu'il aurait amélioré les conditions de vie des populations en milieu rural et, je dirais, les conditions de vie de la population guinéenne. Et voilà que tout de suite, il nous a demandé de pouvoir fournir de l'eau potable de qualité, en quantité suffisante aux populations vivant en milieu rural et semi-urbain. Il a dit, il a fait, ce qui fait que le 8 mars 2012, à l'occasion de la fête internationale des femmes, le président de la République a dit aux femmes de la Guinée qu'il va essayer de réaliser de nouveaux points d'eau et réparer toutes les pompes qui étaient en panne, qui se chiffraient à l'époque à 2500 pompes qui étaient non fonctionnelles et à travers tout le pays. À travers tout le pays. Et quand il a annoncé le 8 mars, aussitôt le 12 mars, le service national des points d'eau était sur le terrain pour commencer les travaux. Et il nous a instruit que ces travaux ne devaient pas prendre plus de 3 mois. Et effectivement, nous avons pu mettre en service les 2500 points d'eau qui étaient en panne et réaliser 200 nouveaux ouvrages en République de Guinée, dans les régions de la Guinée forestière et de la Basse-Guinée. Est-ce que vous avez pensé un peu à la sauvegarde de tous ces acquis? Oui, je crois que les pompes sont bien protégées à l'intérieur du pays. Au jour d'aujourd'hui, le problème n'est pas que de réaliser des points d'eau, mais je crois qu'il faut aussitôt penser à la gestion, à la pérennisation de tous ces investissements. Parce que je voudrais vous dire de passage que si on n'avait pas sauvé ces 2500 points d'eau, c'était une perte de plus de 2000 milliards de francs guinéens pour la Guinée. Oui. Parce qu'un point d'eau coûte au moins 120 millions de francs guinéens. Et dire que 2500 points d'eau étaient non fonctionnels, cela veut dire que tout cet argent-là était jeté dans la nature. La première des choses qu'il a eu à faire, c'est de remettre en service les 2500 points d'eau qui n'étaient pas fonctionnels et de remettre en plus et d'augmenter notre parc à de 200 nouveaux forages au bout de 3 mois. Et parlant de la pérennité aujourd'hui de ces investissements, nous, au niveau du service national des points d'eau, nous pouvons le dire avec beaucoup de fierté que nous sommes la première structure qui a véritablement transféré la compétence eau aux collectivités qui sont les véritables propriétaires de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais justement, quels sont les mécanismes de gestion que vous avez mis en place pour sauvegarder tous ces acquis? Oui, je voudrais vous dire que la gouvernance au niveau des collectivités a commencé par l'eau. Vous verrez aujourd'hui, venez voir un point d'eau, demandez aux gens quels sont les gens qui s'occupent de ces points d'eau-là. Au niveau de toute commune rurale ou semi-urbaine aujourd'hui, au niveau de toute commune, nous avons ce qu'on appelle le service communal de l'eau qui est mis en place, qui est fonctionnel, budgétisé, qui a à sa disposition les unités de gestion du service public de l'eau. C'est là où ça commence, les unités de gestion du service public de l'eau qui regroupent en son sein ou qui contractualisent avec tout ce que nous appelons artisans réparateurs, maintenanciers au niveau de ces points d'eau ou au niveau de ces adductions d'eau potable que nous voyons aujourd'hui à travers le pays. Parce que nous sommes en train de penser en donnant la qualité. Quand on parle de qualité de l'eau, il faut rapprocher l'eau du consommateur. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les défis qui vous attendent en 2015, 2016 et même 2020?
Non, parlons de 2025 maintenant. 2025, oui, parce que nous avons, on parlait du programme national, on parlait des OMD à l'horizon 2015, mais au jour d'aujourd'hui, quand on regarde, pas au niveau de la Guinée seulement, un constat est fait au niveau mondial que les objectifs ne sont pas atteints pour 2015. Donc nous sommes en train maintenant de parler de 2025. Donc nous, dans le cadre du programme national d'alimentation en eau potable et assainissement à l'horizon 2015, on avait un programme de réalisation de 13 221 points d'eau et 600 000 latrines, dont 200 adductions d'eau potable à pompage voltaïque. Donc, voilà qu'avec l'arrivée du professeur Alpha Condé, nous avons déjà débroussaillé le chemin. Nous sommes en pleine action. De 2012, je dirais, ou de 2011 à 2014, nous avons réalisé plus de 1225 points d'eau et plus de 50 adductions d'eau potable solaire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Au jour d'aujourd'hui, nous continuons la marche. Nous avons un plan d'action qui nous dit qu'il faut, au bout de 5 ans, réaliser 116 nouvelles adductions d'eau solaire. Monsieur le directeur général, on aura le temps d'en parler amplement. Merci, docteur Ibrahima Nabi, directeur général du SNAP. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Je vous remercie parce que vous communiquez sur ce que nous faisons. Merci encore une fois. D'autres temps forts de cette édition, le ministre de la Communication séjourne en France et multiplie les échanges avec les patrons des médias français. Houssine Makalera Kake a reçu hier le directeur général de l'URTI. Il a ensuite visité les locaux de RFI et de France 24 avant de s'entretenir avec le directeur général de TEMA, une agence de distribution d'images, et l'accompagné du directeur général de la RTG Coloma. Tierno Ousmane Diallo et Mohamed Souma commentent ces images. D'ici les Moulineaux et dans ce bâtiment somptueux de France Média Monde se trouvent les sièges de RFI et de France 24. Il y a aussi les bureaux du directeur général de l'URTI, l'Union radiophonique et télévisuelle internationale, que le ministre de la Communication en compagnie du directeur général de la RTG Coloma rencontre ce mercredi. Houssine Makalera Kake et John Magui se sont entretenus sur le renforcement de la coopération entre la RTG et l'URTI. Pour l'URTI, nous allons travailler beaucoup avec vous et avec le gouvernement guinéen pour faciliter des produits de qualité sur les antennes nationales. Le ministre guinéen s'est réjoui d'avoir des interlocuteurs soucieux de l'efficacité de la coopération avec la radio et la télévision guinéenne. Une disposition de la part du directeur général de nous accompagner, et puisque qui dit télé dit des émissions, et je crois URTI qui a plus de 40 télévisions associées qui produisent des émissions de qualité, permet de faire de nos télévisions l'une des télévisions de référence en Afrique. La disponibilité du ministre guinéen de la Communication rassure par ailleurs le directeur Afrique de l'URTI, Jean-Marc Belchi, qui intervient en Guinée depuis près de 10 ans, estime que cette coopération prend véritablement un nouvel élan. J'avais prévu moi-même de me rendre à Conakry début juin pour reprendre les dossiers de diffusion de RFI et de la RTG sur le mont Kakoulima, qui est un dossier sur lequel on travaille depuis longtemps avec les autorités guinéennes. On est à une phase maintenant où le dossier est presque finalisé, puisqu'il y a un pylône de 100 mètres qui a été construit sur le sommet Kakoulima. Et je pense que maintenant, avec le nouveau ministre et l'autorité guinéenne et l'engagement de faire avancer ce dossier assez rapidement, nous pourrons penser mettre en œuvre le nouveau centre d'émission national de la Guinée d'ici la fin juillet ou plus tard début septembre. Makalera et le directeur général de la RTJ ont visité les locaux de France 24 et de RFI. Ils se sont ensuite rendus au siège de TEMA, une société chargée de la distribution des images des télévisions africaines. Le ministre s'est rassuré de la protection des intérêts de la télévision guinéenne et a invité le directeur général de TEMA à toujours renforcer la présence des images de la Guinée dans le monde. L'appel du chef de l'État aux femmes de Guinée de se mettre en groupement a eu un écho favorable à Kankan. De nombreux groupements rivalisent d'ardeur dans la savane. Ils évoluent dans les activités créatrices de revenus, notamment la saponification et la vente de poissons. Aya Adana Nagasuba est allé à la rencontre des braves femmes de Kankan Nabaya. Suivez. Ces femmes se sont donné la main pour s'investir dans l'assainissement de leur cité.
Ici, dans la cité de Nabaya, le cadre de vie s'est visiblement amélioré grâce aux séances hebdomadaires d'assainissement effectuées par ce groupement Faso Sania, parrainé par la première dame de la République, Hagagene Kondé. Nous sommes les femmes de 4 sections qui avons organisé Faso Sania. Nous œuvrons pour la propriété de notre ville. Pour renflouer leurs caisses et leur permettre de joindre les bouts, ces femmes revendent du poisson frais, de la glace et des sachets d'eau. À cet effet, elles disposent des parcs congélateurs sur 5 sites offerts par une bonne volonté. Non, on gagne un peu. Vraiment, Dieu merci. Depuis que ça commence ici, vraiment Dieu merci. Le groupement Faso Sania de Kankan est depuis sa création en 2011 soutenu par la première dame de la République, Hagagene Kondé. Et puis lancement dans la région de Farana de la campagne Changement générationnel en 3 ans, une initiative de l'ONG Tostan Guinée en collaboration avec le ministère de l'Action sociale. L'initiative vise à enregistrer les naissances, la vaccination et l'abandon de l'excision. Ce projet vient en appui aux efforts du gouvernement. Reportage Moussa Bangora, Silati Koroma. Pour la mise en œuvre du projet campagne Changement générationnel en 3 ans, l'ONG Tostan Guinée, en collaboration avec le ministère de l'Action sociale, organise une journée de partage sur l'approche des droits humains. La démarche vise à encourager l'enregistrement des naissances, la scolarisation des enfants et l'abandon des pratiques néfastes telles que l'excision et les mariages précoces. Le projet campagne Changement générationnel en 3 ans que nous lançons officiellement aujourd'hui avec l'appui des autorités et des leaders religieux de la région administrative de Farana est mise en œuvre dans 40 communautés de la Haute-Guinée, dont 22 à Farana, 9 à Kissédougou et 9 autres à Dabola. Ce projet vient en appui constant aux efforts du gouvernement et de ses partenaires dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des femmes et des enfants dans les communautés guinéennes. L'initiative est appréciée par les autorités. Elles invitent les participants à accompagner l'ONG dans la réalisation du programme de développement rural. Une rencontre à double facette. L'ONG Tostan Guinée a également procédé au lancement officiel du projet dans le district de Konkofaya, une localité située à 20 km du centre-ville de Farana. Au cours de cette cérémonie, 9 motos ont été remises aux différents superviseurs de la zone et un véhicule pick-up pour le coordinateur adjoint du projet. Oshiwa Guinée vient d'offrir un important lot de documents relatifs aux droits de l'homme. Le geste vise à accompagner les professionnels de la justice pour la promotion des droits de l'homme. Tierno Younoussaba a suivi la remise. Un important lot de dépliants d'informations sur le droit de la famille et 500 recueils des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme mis à la disposition du ministère de la Justice. À travers ce don, Oshiwa veut amener les praticiens du droit à respecter la dignité humaine dans la gestion des affaires. C'est un programme qui a été porté par la Direction nationale pour l'accès à la justice et au droit et à la justice. Et dans le cadre de ce projet, il y avait un volet pour réaliser justement des documents et des dépliants en vue de sensibiliser les praticiens de la justice et aussi les citoyens aux provisions qui existent même déjà dans les textes internationaux et les textes guinéens en matière de droits de l'homme et en matière d'accès à la justice. Par le biais de ces ouvrages et recueils, une opportunité est offerte à la justice d'initier des séances de sensibilisation pour une meilleure vulgarisation du droit aux citoyens. Des thèmes qui touchent la vie de tous les jours des citoyens et c'est important qu'une direction nationale de ce ministère, en l'occurrence la direction de l'accès au droit et à la justice, puisse initier cette action depuis à peu près 1 an et que ça soit matérialisé aujourd'hui. Donc nous allons encourager la direction nationale de poursuivre dans ce combat de collaboration pour qu'enfin dans notre pays on puisse aller en avant dans le sens de la protection des droits.
Avec cet appui, la Direction nationale d'accès à la justice et au droit peut jouer le rôle qui est le sien, celui de promouvoir le respect de la loi. L'autre temps fort de cette édition à la fonction publique, des faussaires ont été démantelés. Ces personnes ont fait usage de fausses identités pour se faire enregistrer sur le fichier biométrique de la fonction publique. Très grave. La précision avec Mariam Barry. 4 fonctionnaires présumés fraudeurs identifiés par les agents recenseurs déférés à la direction de la police judiciaire pour fin d'enquête. Ces présumés fraudeurs auraient tenté de se substituer à la règle en falsifiant les fiches biométriques. Comme mon frère ne travaille pas et je n'ai pas de temps à l'heure actuelle, je occupe mon champ d'agricole. C'est pour cela que je dis à mon jeune frère de venir recenser ma place. Comme moi je n'ai pas de temps et mon jeune ne travaille pas, c'est ça qui m'a poussé de le faire. On va faire recenser Ibrahim Sow de Camara à la place de son grand frère. Je ne peux que présenter mes excuses autour de ce problème. Enfin, décidé, ça fait quelques 3 mois comme ça. On m'a demandé d'amener sur le papier ces photos pour que je prenne un peu pour m'arranger. J'ai peur de famille. Inquiets de la situation, les responsables de la fonction publique invitent l'ensemble des chefs services à plus de vigilance afin d'éviter le minimum de problèmes en cette deuxième phase du processus de recensement. Nous avons des logiciels qui peuvent matcher le fichier et sortir les doublons. Des gens qui travaillent dans le privé et ils ont toutes les chances de se faire pincer s'ils se font enrôler. Parce que nous allons comparer les fichiers. Ça, il faut qu'ils le sachent dès maintenant. Si quelqu'un travaille dans le privé et il remarque sur les équipes de la fonction publique, c'est l'occasion, c'est le temps pour lui de démissionner, de quitter. En attendant la fin de l'enquête, ces présumés fraudeurs sont à la disposition de la police judiciaire. Yassa d'or au sacre des meilleurs. C'est demain vendredi, en prélude à ce grand concours, la structure Yassa Multicommunication a organisé un match de gala entre la presse publique et privée. Un reportage de Mamadou Alfadali. Sur terrain synthétique que journalistes publics et privés se mesurent. L'événement est annuel. Les festivités de la 4e édition du Yassa d'or sont lancées. Comme il y a 2 ans maintenant, le sport donne le coup d'envoi. La presse publique en vert n'a pas ménagé ses confrères du privé. Au bout du match, les maillots verts s'imposent sur le score de 3-1. On est considérés comme des parleurs ou bien des gens qui écrivent ou des gens qui critiquent. Mais c'est tout à fait normal qu'on s'illustre aussi dans d'autres domaines, le sport, etc., etc. Et je pense que ça va créer une espèce de symbiose entre les journalistes de la presse privée et de la presse publique, parce que c'est le tout forme la presse nationale. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est en cela que je salue vraiment les organisateurs d'une telle rencontre, c'est-à-dire Yassa d'or. Yassa, c'est le sacre des meilleurs journalistes de l'année qui sont illustrés. Sur ce, je dirais que c'est la presse guinéenne tout entière qui a gagné. Ce n'est ni la presse publique ni la presse privée. Surtout que c'est le Yassa et puis c'est pourquoi on s'est retrouvés aujourd'hui tous pour accompagner cette fête de la presse. Le Yassa met en compétition plusieurs professionnels de médias dans divers domaines. Il est l'un des plus convoités par les journalistes. Cette année, 24 prix seront décernés. On ne nous reconnaît que quand on n'est plus, quand on est décédé. Et c'est une façon à la structure Yassa Multicommunication de rendre l'homme immortel, c'est-à-dire à travers un trophée qu'on lui décerne. Il est là et puis bon, tant qu'on verra ce trophée, on se dira bon, il a fait quelque chose pour son pays, il a fait quelque chose pour sa corporation, il a fait quelque chose, il a participé à la promotion, à la qualification du métier. C'est ce vendredi à l'hôtel de l'Indépendance que le jury de la structure Yassa Multicommunication annoncera les noms des différents primés de cette année. Et puis ce communiqué du gouverneur, le gouverneur de la ville de Conakry, Soiba Sorel Camara, renouvelle encore une fois la gratitude et la fierté des autorités municipales à l'endroit des membres du gouvernement et de leurs épouses, des opérateurs économiques, ainsi qu'à toutes les populations de Conakry pour leur soutien à l'occasion des journées d'assainissement et du déguerpissement. Pour ce samedi 24 mai 2014, sous la coordination du Premier ministre et la supervision
supervision du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. L'opération continuera dans la commune de Matane, au niveau des quartiers de Madina, Lancebouni, Koléa et à la décharge de la minière de 9h à 13h. Sport, du patinage, un sport peu pratiqué en Guinée, mais depuis la création d'une fédération nationale, un championnat sera lancé cette année. À l'étranger, des jeunes Guinéens expriment leur enthousiasme. Reportage, c'est le Tata Yalo. De la Fédération guinéenne de patinage organise le 31 de ce mois le premier championnat national de patinage à roulette à Conakry pour l'intérieur du pays. C'est du 15 au 20 juin à Labé et Pita, du 20 au 25 juillet à Sigiri et Kankan. Nous sommes partis de rien. Nous n'avons pratiquement aucun soutien, mais bon an, mal an, nous sommes en train de voir dans quelle mesure, justement, faire rayonner ce sport en République de Guinée. Ce premier championnat de patinage connaîtra la participation de quelques patineurs guinéens résidant au Sénégal. Le président de la Fédération guinéenne de patinage a découvert au Canada un patineur artistique d'origine guinéenne. Elhaj Baldé, c'est son nom, ce fervent technicien médaillé d'or dans les compétitions européennes s'est dit satisfait d'apprendre qu'une fédération de patinage est créée dans son pays d'origine. La Fédération guinéenne de patinage continue les négociations pour que ce champion puisse aider la Guinée à arracher d'autres médailles dans les compétitions internationales. Et puis, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.